Alors, nous allons balayer avec vous les grands sujets qui font l'actualité ici à Toulouse. Ma première question, elle est liée à la sécurité. On a enregistré une nouvelle agression mortelle dimanche à Toulouse. Vous avez demandé à Christiane Taubira l'installation d'une nouvelle juridiction depuis Midi-Pyrénées. C'est une situation qui devient préoccupante. Ben oui, malheureusement, les choses s'aggravent depuis un certain temps. Je plaide en ce qui me concerne pour que sur le terrain de la sécurité, l'État fasse davantage et que la mairie s'investisse et que les deux travaillent ensemble. Alors, l'investissement de la mairie en matière de sécurité, nous sommes en train de le préparer. Ce sont des décisions que les Toulousains connaissent parce que je leur en ai parlé pendant la campagne électorale. Le doublement des effectifs de la police municipale, les premiers recrutements sont lancés. La mise en place des caméras de vidéoprotection sur l'ensemble de la ville. Là aussi, les premières arrivées se préparent place Arnaud Bernard. Donc nous sommes en train, nous, d'enclencher le processus que nous avons promis aux Toulousains. Simplement, je dis à l'État de faire lui aussi un effort, notamment sur les effectifs, notamment sur la sécurité dans le centre-ville, qui est un véritable problème. Et puis, j'ai demandé également que l'on fasse les bilans des ZSP, les zones de sécurité prioritaires, pour voir si on peut améliorer. Je suis sûr qu'on peut toujours améliorer. Et puis, dernière proposition, c'est celle que vous relayez. Celle-ci est en direction non pas de la police nationale, mais de la justice, parce que tout ça, ça doit travailler ensemble. C'est cette idée que nous devrions avoir des juridictions spécialisées concernant la criminalité. Aujourd'hui, quand il y a des faits criminels, ils ne sont pas jugés à Toulouse, ils sont jugés à Bordeaux. Ce qui, forcément, est une manière de nous démunir sur ce terrain-là, alors que nous avons un palais de justice rénové, que nous avons des effectifs de magistrats parfaitement au point, qui pourraient tout à fait assurer ce service. Alors, vous avez adressé une lettre à Christiane Taubira, la garde des Sceaux. Elle était précisément en Haute-Garonne vendredi dernier, et nous lui avons demandé sa réaction. Le maire de Toulouse m'a adressé un courrier, sauf qu'il l'a rendu public avant que moi je ne le reçoive. Donc c'était un petit peu délicat pour lui répondre. En tout état de cause, je respecte tous les élus, quelle que soit leur sensibilité politique. Et pour le rétablissement de Saint-Gaudens d'ailleurs, je travaillais avec tous les élus, comme dans tous les autres territoires. Simplement, évidemment, je fais étudier sa demande. Je rappelle que les GIRS ont été installés en 2004, sur la base de la loi de 2004. La répartition a été faite à l'époque par le gouvernement, qui a estimé qu'il fallait installer 8 GIRS, 8 juridictions interrégionales spécialisées, qui sont chargées de contentieux particuliers, de contentieux notamment de grande complexité, de contentieux sur la délinquance économique et financière, sur la grande criminalité, sur la criminalité organisée, sur les trafics de stupéfiants. Donc ces juridictions spécialisées existent au nombre de 8. J'entends la demande du maire de Toulouse, je l'ai soumise à expertise, donc on va évaluer les typologies de délinquance, le volume de contentieux, on verra si cette demande est justifiée. Si elle est justifiée, la réponse lui sera favorable. Voilà, vous avez écouté donc la réponse de Christiane Taubira au micro d'Éric Leclerc, réponse bienveillante semble-t-il. Écoutez, moi, c'est tout ce que je demande. Au jour d'aujourd'hui, je sais bien comment ça fonctionne. Le ministre peut pas dire oui, non, comme ça, dans un micro, quelques temps à peine après avoir reçu une lettre. Elle va l'étudier, elle va poser la question, elle va regarder évidemment les éléments objectifs, les statistiques de la délinquance concernée par ce type de juridiction. Autrement dit, voilà, j'ai posé une question et elle accepte de la traiter. Moi, c'est tout ce que je demande au stade où je suis. Oui. Ces caméras de surveillance dont vous parliez tout à l'heure, donc elles vont se multiplier. On sait que votre prédécesseur avait mis la pédale douce là-dessus. Il n'était pas partisan de ces caméras. On s'aperçoit que dans la plupart des villes de France, aujourd'hui, elles sont un outil précieux. Oui, évidemment, ce ne sont pas des baguettes magiques d'ailleurs. En matière de sécurité, je crois que la baguette magique, ça n'existe pas. Oui. Simplement, c'est un outil de plus dont on aurait tort de continuer à priver Toulouse et les Toulousains pour lutter contre une insécurité qui est galopante. Si, en même temps, on a des caméras, davantage de policiers municipaux, davantage de policiers nationaux, comme je le souhaite, un arsenal judiciaire renforcé, on vient d'en parler, une bonne coopération dans toute la chaîne de sécurité, alors je dis que fatalement et heureusement,
nous aurons des résultats. Ça ne veut pas dire qu'on arrivera forcément à tout résoudre, mais on va arriver à faire reculer la délinquance. Simplement, il faut une volonté, il faut des propositions concrètes. Il ne suffit pas de dire « il y a qu'à faut que ». Il faut être très précis dans les propositions que l'on fait. C'est ce que j'essaie de faire dans ma fonction. Alors donc vous avez pris les rênes du Capitole il y a 6 mois maintenant, là, un peu moins, mais on va faire un chiffre rond. Quel est le dossier qui vous a semblé le plus urgent sur votre bureau ? Je crois que c'est justement celui-ci, celui de la sécurité, parce que de loin, malheureusement, c'est celui qui pèse le plus dans la vie des Toulousains. Vous savez, je consacre environ 8 heures par semaine à traiter mon courrier. Entre le courrier et les courriels, c'est un sacré paquet. Et ça me permet d'être relié en direct, quelque part, avec les Toulousains. Une sorte de sondage permanent pour voir qu'est-ce qu'ils vivent, quelles sont leurs préoccupations. Et la première des préoccupations pour laquelle ils m'écrivent, c'est celle-là. Ce sont des faits d'incivilité, d'atteinte à la tranquillité publique, la multiplication des trafics, et malheureusement parfois des crimes violents comme on l'a vu encore récemment. Ce sont toutes ces thématiques-là qui sont de loin les plus présentes dans le courrier que je reçois, et donc forcément nous avons lancé la mise en œuvre du projet proposé aux Toulousains à ce sujet, avec Olivier Arsac, avec Joël Azorin. Alors bien sûr, c'est pas comme si on appuie sur un bouton. Quand on recrute des policiers municipaux, par exemple, il faut faire un appel à candidature, il faut les sélectionner, il faut les former. Ça donc prend du temps. Les premiers effets 2015. Oui, on aura les premiers policiers municipaux cette année. Oui. Les choses sont enclenchées, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de tergiversation, il y a une vraie volonté. Deuxième dossier, la fiscalité, l'état financier de la ville de Toulouse. Il fallait faire un audit indispensable quand on prend là aussi les rênes d'une ville comme Toulouse. Je l'ai fait faire par un cabinet qui travaillait avec mon prédécesseur, donc cela a permis de donner un audit qui n'a pas été contesté, que l'opposition a reconnu dans les chiffres tels qu'ils ont été présentés. L'audit, il dit une chose très 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 simple. Lorsque j'avais remis en 2008 les clés du Capitole à Pierre Cohen, il y avait 140 millions d'épargne. Je reviens cette année et j'en trouve 17 seulement. Donc ça veut dire que l'épargne de la ville de Toulouse n'existe plus. Et d'ailleurs l'opposition le reconnaît et l'assume, sauf que on en aurait bien besoin dans les temps actuels. Pourquoi ? Parce qu'il y a un changement énorme qui se prépare pour les collectivités locales, et je crois d'ailleurs que le citoyen n'en est pas forcément on n'a pas pris la pleine mesure, oui. Non, il n'est pas conscient parce que ce sont des choses qui ne touchent pas à sa vie quotidienne directement. C'est la baisse des dotations de l'État. Le gouvernement a laissé passer les élections municipales qui ont eu lieu le 23 et le 30 mars, et le 8 avril, il a sorti un plan dont il ne nous avait jamais parlé, à savoir un plan de baisse drastique, une véritable saignée dans les dotations que l'État donne aux collectivités locales. La ponction, elle est importante. Nous l'avons calculé. Combien ? Entre 2014 et 2020, donc pour le mandat actuel, il y aura très précisément 65 milliards de moins d'aide de l'État. Et pour Toulouse, qu'est-ce que ça donne ? Pour Toulouse, ça donne très précisément 510 millions d'euros de moins dans les caisses de la ville et de la communauté urbaine Toulouse Métropole. Donc ça veut dire que nous allons devoir faire des choix extrêmement difficiles, extrêmement douloureux. Et nous sommes tous les élus de France, parce qu'évidemment, cette ponction, elle se fait sur toutes les collectivités, dans toutes les grandes villes, dans toutes les métropoles et communautés urbaines. Nous allons effectivement devoir revoir un certain nombre de choses, mais je trouve qu'il eût été plus respectueux du citoyen de le dire avant les élections municipales, parce que nous aurions ajusté nos propres projets électoraux à l'aune des possibilités dont nous allons être désormais comptables. Mais vous comprenez bien que Jean-Luc Moudin, celui qui vous écoute ce matin, se dit mais il va manquer donc ces 500 et quelques millions, ce qui veut dire que ce sont nos impôts qui indirectement vont augmenter pour essayer de boucler le budget ou pas ?
Moi, c'est pas mon but, vous imaginez bien. Oui. D'ailleurs, sachant cette situation-là, j'ai fait voter, après mon élection et après l'annonce faite par le gouvernement en la matière, j'ai fait voter les taux d'impôt de la ville de Toulouse pour 2015 et, conformément à ce que j'avais promis aux Toulousains, j'ai reconduit les taux de l'an dernier pour que justement, il n'y ait pas d'augmentation de la pression fiscale. Ça veut dire aussi que nous allons donc faire des choix difficiles. Nous allons en particulier essayer de faire des économies comme nous n'en avons jamais fait sur les dépenses de fonctionnement. Ça veut dire aussi sur les investissements que nous allons devoir être sélectifs. On ne pourra pas tout faire, on ne pourra pas faire forcément tout ce que l'on veut, on ne pourra pas dire oui à tout le monde, on va même dire plus souvent non que oui par le passé. Il faudra avoir ce courage-là, mais je pense qu'effectivement, l'argent dont on parle, c'est l'argent des Toulousains, c'est l'argent des contribuables, c'est l'argent des citoyens, et donc quelque part nous devons le respecter et leur expliquer cela. Et moi, je suis confiant dans la capacité de responsabilité et de maturité de nos concitoyens. Je crois qu'ils peuvent comprendre que dans une période difficile, où il y a des ressources qui s'effondrent, et où on ne veut pas les ponctionner eux, il n'y a pas le choix. Il faut bien à ce moment-là. Oui, il faut faire des choix, pas toujours agréables, pas toujours faciles. Il faut peut-être annuler certains projets, il faut peut-être étaler dans le temps davantage qu'on ne le pensait certains projets. Autrement dit, il faut avoir une capacité de priorité. Je vous parlais tout à l'heure de la sécurité. Vous avez bien compris que je n'avais en rien diminué l'effort annoncé avant les élections, pendant la campagne aux Toulousains en la matière, parce que je considère qu'il y a là une priorité, un dû minimal pour leur vie quotidienne, et que c'est pas là-dessus qu'on doit faire des économies. Alors, parlons des chantiers que vous aviez évoqués lors de votre campagne, de cette deuxième rocade. On sait qu'il faut désengorger le périphérique toulousain. C'est un projet qui est en cours, ou va-t-il rester dans les cartons pour répondre justement aux préoccupations que vous évoquiez à l'instant? Alors, heureusement, la deuxième rocade n'est pas concernée par, je dirais, le contexte des finances publiques que je viens de décrire, pour une raison très simple. C'est qu'elle n'est pas financée par le contribuable. Elle n'est pas financée par l'impôt, elle n'est pas financée par le budget de l'État, ni par le budget des collectivités. Elle est financée, je l'ai toujours dit très clairement, par les usagers, c'est-à-dire par un péage, et un péage acquitté par les personnes qui viennent de l'extérieur de Toulouse, qui ne font que passer aujourd'hui sur le périphérique, et qui ne vont pas à Toulouse, vont ensuite à l'extérieur. Donc l'idée de la deuxième rocade, c'est une idée qui est, je dirais, autofinancée. L'idée, c'est quoi? C'est de relier les deux autoroutes qui arrivent dans Toulouse, celle qui vient de Narbonne, celle qui va vers Paris, la 61, la 62, pour ceux qui sont les connaisseurs des appellations des autoroutes concernées, de créer un lien, une sorte de barreau entre elles, pour éviter que les véhicules qui viennent d'une autoroute encombrent le périphérique et partent ensuite sur l'autre, pour éviter qu'ils viennent sur le périphérique et qu'ils aillent directement d'un barreau d'autoroute à l'autre. Voilà l'intérêt de la deuxième rocade à l'Est. Et donc j'ai plaidé auprès de l'État, le préfet actuel, son prédécesseur, pour que des crédits d'études soient inscrits dans le contrat de plan qui va être mis en place à partir de 2015 et jusqu'à 2020 pour que l'on étudie la question, que l'on regarde, que l'on vérifie que c'est une bonne idée, moi je le crois, que l'on mesure le trafic que pourrait accueillir cette deuxième rocade, que l'on regarde à quel endroit on la met. Donc tout ça, ça réclame des études, et pour avoir des études, il faut évidemment des crédits d'études. Et je crois pouvoir dire que l'État a accueilli de manière ouverte la proposition que j'ai faite. Il y a bien sûr aussi la troisième ligne du métro, chantier auquel vous êtes attaché. Tout à fait. J'en fais une priorité parce que la troisième ligne de métro, c'est véritablement l'équipement de transport en commun qui, dans les années à venir, va être le plus utile, le plus impactant dans la vie des gens. Mon idée, c'est de relier les trois bassins économiques les plus importants, les plus dynamiques de notre agglomération et également de la région Midi-Pyrénées. C'est-à-dire à l'ouest, le bassin aéronautique avec la zone Airbus, l'aéroport. Au centre, Matabio,
en vue de l'arrivée de la LGV. De la LGV, que le Premier ministre a confirmé pour 2024 la semaine dernière. Oui. Et puis à l'est, la zone d'Astrium ou Astrium-la-Beige, ça c'est quelque chose qu'il faut discuter avec les élus du Sicoval, tout le secteur du sud-est. Si on arrive à faire ça, on aura environ 200 000 voyageurs par jour. Donc ça sera quelque chose d'extrêmement utile et qui va être directement branché en quelque sorte sur le dynamisme, sur la richesse économique de notre agglomération. Nous allons reparler justement de cette transformation que ça va supposer du côté du quartier de Matabio dans quelques instants, dans la deuxième partie de cette interview. L'info de votre région, en direct avec Jean-Pierre Allot. Et je reviens sur cette brève anecdotique. Déjà les éclairages de Noël, Jean-Luc Moudenc à Toulouse, c'est Noël avant l'heure. L'idée, c'est que quand on est amené à utiliser des engins assez lourds pour positionner des choses en haut, dans la rue, l'idée c'est de pouvoir en profiter déjà. Ça évite de recommanditer l'engin dans quelques mois et de redemander aux hommes qui sont mobilisés pour ça de revenir. Donc effectivement, c'est une optimisation en quelque sorte des gestes et des interventions des services concernés. Oui, mais Noël au mois de septembre quand même, les guirlandes. Non, il s'agit de les poser, il s'agit pas de les éclairer. D'accord. Donc, nous savons bien que Noël, c'est plus tard. C'est plus tard. Alors, et on attend les cadeaux. Revenons à un sujet beaucoup plus sérieux. Vous l'évoquiez il y a quelques instants, ce fameux nœud que va constituer Toulouse avec les autoroutes, le métro, l'arrivée de la LGV. Elle nous a été confirmée, ça c'était important, parce qu'il y a eu quand même une période de doute qui a duré pas mal de temps. Oui, ça c'est quelque chose de très encourageant que d'entendre le Premier ministre confirmer le calendrier. Je ne suis pas d'ailleurs inquiet sur le calendrier administratif, les enquêtes publiques, elles sont confirmées aux dates qui étaient annoncées. Il y a quand même un point sur lequel je vais interroger l'État, c'est la configuration budgétaire. Pourquoi ? Parce que, ici ou là, me revient que le coût du projet aurait considérablement évolué à la hausse. J'entends un petit peu de tout là-dessus. Donc je souhaite qu'il y ait une réunion de ce qu'on appelle le comité des financeurs pour qu'on nous dise exactement ce qu'il en est. Et s'il y a augmentation, que l'on nous dise comment on va faire face à cette nécessité d'augmenter les recettes pour financer l'infrastructure. Qui va payer ? Et puis, autre idée, qui me turlupine en quelque sorte, c'est que lorsque le gouvernement, l'année dernière, avait annoncé qu'il priorisait Bordeaux-Toulouse, notamment sur d'autres infrastructures, notamment sur Bordeaux-Hendaye, un certain nombre de collectivités locales avaient dit que, dans ces cas-là, elles ne financeraient plus le tronçon entre Bordeaux et Toulouse. Donc il y a eu un certain nombre de défaillances parmi les partenaires financiers qui ont été annoncés. Moi, j'aimerais savoir ce qu'il en est. Si ces retraits du financement ont été depuis confirmés dans les faits, ou bien si ça n'a été que des annonces médiatiques sans lendemain. Et en tout cas, si ça a été confirmé, ça veut dire qu'il manque également de l'argent. Et je vais demander à l'État, dans ces cas-là, comment vous comblez le manque. Voilà. Autrement dit, il y a sur le financement des zones d'incertitude et des interrogations qui subsistent. Et mon rôle comme président de Toulouse Métropole qui participe financièrement à l'infrastructure, plusieurs centaines de millions. En ce qui nous concerne, nous avons besoin de sécuriser le financement et donc mon rôle, c'est d'interroger le gouvernement sur l'état précis du financement du projet. Toulouse, donc, à 3h30 de Paris, c'est vrai que ça va changer là aussi la donne. On a vu l'impact du train sur l'axe Paris-Méditerranée, où Avignon est à quelques heures de Paris seulement. Ça veut dire que cette gare Matabio, tout ce quartier va être complètement refondu. Oui, d'ailleurs, la collectivité a commencé à préparer les choses, puisque
dans les alentours, en particulier sur l'avenue début du Faubourg Bonnefoy. Il y a des acquisitions foncières qui se font. Il y a tout un vieux tissu urbain qui a beaucoup vieilli, qui s'est beaucoup dévalorisé, qui est en train d'être maîtrisé peu à peu par la communauté urbaine Toulouse Métropole. Le but, c'est de créer un nouveau quartier. Nous allons en quelque sorte redistribuer les cartes au cœur de la ville. Il y a pratiquement 60 hectares de domaines ferroviaires en plein milieu de Toulouse. Et donc, il faut que l'on reconfigure la gare Matabio, pour permettre l'accueil du TGV, mais pour permettre aussi la continuation du trafic ferroviaire existant par ailleurs, que ce soit les trains régionaux, que ce soit le trafic traditionnel de la SNCF, le réseau ferré national. Bon, tout ça, ça doit continuer. Et donc, on va reconfigurer la gare et on va effectivement dessiner un nouveau quartier autour, un quartier moderne, un quartier qui va être un centre névralgique du développement économique de l'agglomération et de la région. Tout ça, évidemment, c'est quelque chose qui se prépare de longue date, qui va se faire progressivement. Mais on a l'expérience des autres villes qui, comme Lyon, comme Marseille, comme Strasbourg, n'avaient pas le TGV. À partir du moment où le TGV est arrivé dans ces villes-là, il y a eu un coup de fouet donné au développement économique. Le TGV, c'est un levier de développement économique et d'emploi. Et en même temps, il y a eu, dans l'environnement de la gare accueillant le TGV, il y a eu également une sorte de révolution urbaine, un nouveau dynamisme urbain. Donc pour Toulouse, ça veut dire qu'au fond, on va préparer l'extension du centre-ville grâce à cette opération. Autre dossier, le parc des expositions qui va être une réalité. On va quitter l'île du Ramier au profit d'un centre qui a une vraie dimension nationale, voire européenne. C'est simple, aujourd'hui, par les infrastructures qui sont les siennes en matière de congrès, de conventions, de part des expos, Toulouse se situe dans l'offre sur ce marché-là, au 13e rang national. Avec le projet de part des expositions déménagé dans la zone effectivement de Auxonne, on va réussir à se hisser au 3e rang national. C'est-à-dire que des congrès, en particulier de résonance mondiale, qui aujourd'hui ne peuvent pas être accueillis à Toulouse, parce que tout simplement on n'a pas la place, on va pouvoir enfin les capter. J'avais initié ce projet-là en 2007, il a un peu avancé depuis, mais pas beaucoup finalement, et donc mon rôle, c'est de permettre à ce projet de démarrer enfin. Là aussi, dans le contexte que j'évoquais à l'instant, nous avons à sécuriser le financement de ce projet. C'est un gros investissement, et je souhaite, en ce qui me concerne, trouver, aux côtés de la collectivité, d'autres investisseurs, de manière à soulager l'effort du contribuable que chacun de nous est. Oui, quid alors de l'île du Ramier, cette espèce de poumon vert qui est quand même aux portes de Toulouse? Il faut que ça redevienne le poumon vert. Oui. Parce que justement, avec le parc des expos, avec toutes ces constructions, c'est une vocation qui s'était un petit peu perdue au fil du temps. Donc ce que je souhaite, et depuis longtemps, c'est que nous ayons une île dédiée aux loisirs. Nous avons des équipements sportifs de très grande qualité, le stadium, la piscine Nakache, un certain nombre de bassins, un centre de canoë-kayak. Il faut que tout ça soit repris globalement, qu'il y ait des zones de nature, tout simplement, que l'on fasse prévaloir la nature au cœur de la ville. Et puis je souhaite aussi que nous conservions un hall, puisqu'on va démolir les halls de l'actuel parc des expos, un hall que l'on va consacrer au sport extrême. C'est un de mes engagements de campagne. Voilà, vous avez dit récemment, je crois, lors d'une intervention, que vous souhaitiez que les piétons aient une place de plus en plus importante dans la ville. Quid de la voiture ? Alors effectivement, nous sommes dans un mouvement qui a commencé depuis longtemps maintenant. Depuis plus de 30 ans, nous développons les municipalités successives, la place du piéton au centre de la ville, et effectivement, nous incitons les uns et les autres à accéder au centre-ville par d'autres moyens, en particulier les transports en commun, le vélo et la marche à pied lorsqu'on se trouve dans le centre-ville. Cependant,
je suis conscient que tout le monde ne peut pas aller au centre-ville par les transports en commun ou en vélo, et que certains renoncent à aller au centre-ville parce qu'ils ne peuvent pas y aller en voiture alors qu'ils estiment avoir besoin d'y aller en voiture. Et donc je suis en train de faire regarder de près l'état du stationnement à Toulouse, quels sont les parkings saturés, quels sont ceux sur lesquels il y a des marges, et mon idée c'est que chaque fois que l'on étendra l'espace piéton, au profit du patrimoine, au profit de la qualité de vie dans le centre-ville, on puisse compenser la suppression des places de stationnement perdues, qu'on puisse la compenser par la création de places nouvelles, non pas dans le centre-ville, mais aux confins du centre-ville. Le métro qui fermait à minuit, c'est terminé. Je sais que c'était un combat que vous meniez pour que ça me semble assez normal quand dans une ville comme Toulouse on puisse prendre le métro à minuit et demi ou 1h, parce que notamment le week-end, ça me semblait être une évidence. Ça le sera enfin ? Écoutez, oui, je crois pouvoir le confirmer que au mois de novembre prochain, le métro arrêtera de fonctionner à 3h du matin, le vendredi soir et le samedi soir. C'est un engagement que nous avions pris auprès des Toulousains, et je crois que ça sera un plus, à la fois pour la sécurité de ceux qui se déplacent à cette heure-là, et également pour le dynamisme du centre-ville, parce qu'effectivement, vous avez des gens qui aujourd'hui habitent dans les quartiers périphériques de Toulouse, voire même dans les communes hors de Toulouse, et qui renoncent à venir au centre-ville parce que, justement, ils ne peuvent pas repartir après. Et donc, le métro à 3h du matin, c'est également un élément de qualité de vie et d'amélioration de la vie pratique des gens. Jean-Luc Maudenc, on a parlé des dossiers de la ville de Toulouse, et puis il y a l'homme politique qui regarde ce qui se passe dans son pays, qui voit un président de la République dont les sondages le créditent seulement de 13% en matière de popularité, un gouvernement qui rencontre des difficultés de semaine en semaine. Ça vous inquiète? Il y a des rumeurs qui circulent, une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale. L'homme politique que vous êtes regarde ça avec beaucoup d'attention, je présume. Oui, et puis, vous savez, on n'a pas besoin d'être homme politique pour regarder ça avec attention. Certes. Je crois que tout citoyen se trouve interpellé par la gravité de la situation. C'est quelque chose qui est sans doute dramatique pour le président de la République et pour le Parti socialiste, mais je crois que ça va au-delà. C'est pas bon pour la démocratie que la fonction présidentielle, qui compte dans les institutions, c'est une spécificité de notre pays que le peuple français a choisi et je crois à laquelle il est attaché. C'est une mauvaise chose que l'institution du président de la République soit à ce point rabaissée et affaiblie. Et on voit bien que ça ne fait à la fin que le jeu des extrêmes. Et donc il y a une situation effectivement extrêmement préoccupante. C'est sur ces considérations politiques qu'on va mettre un terme à cet entretien. Aujourd'hui, donc, vous avez retrouvé le Capitole, pas tout à fait dans les mêmes situations financières que vous l'aviez quitté. Qu'est-ce que c'est qui vous motive tous les matins en vous rasant ou en vous levant aujourd'hui en me disant le combat pour Toulouse, il sera de quelle nature aujourd'hui ? Ce qui me motive, c'est l'amour de ma ville. Voilà, vous savez, j'avais été battu aux élections en 2008. Ça a été un cheminement pas facile pendant 6 ans. Je l'ai fait, ce cheminement, parce que justement, j'avais comme moteur l'amour de ma ville. Les Toulousains m'ont accordé leur confiance. Je sais qu'il y a de très fortes attentes. Et la difficulté que mon équipe et moi-même avons à affronter pendant tout ce mandat, c'est que nous allons devoir répondre à ces attentes que nous avons perçues et que nous comprenons, avec des moyens financiers extrêmement réduits et une situation que nous ne devinions pas du point de vue de la pénurie budgétaire de Toulouse. Voilà, c'est le challenge qui est devant nous, qui réclame beaucoup de détermination, beaucoup de modestie et beaucoup d'imagination. Voilà, donc moi, c'est ma ligne de conduite. J'ai
décidé de démissionner de mon mandat de député. J'aurais pu rester député plus de 3 ans encore. J'étais le seul député maire de France à faire ce choix de non-cumul des mandats pour me consacrer totalement à la ville. Je pense que c'est ce que les Toulousains attendaient de moi. C'est quelque chose que je leur avais promis et je l'ai fait. Et là aussi, ce que je pense, c'est que à travers tout ce que je peux faire, tout ce que mon équipe peut faire, nous servons, j'espère, c'est le but, l'avenir de Toulouse et la qualité de vie des Toulousains, mais nous voulons servir aussi une certaine idée de la démocratie, c'est-à-dire que quand on promet quelque chose, on le fait. Et ça, c'est un moyen pratique à notre petit niveau, au niveau local, de contribuer, d'apporter notre pierre à l'édifice de la démocratie malade dans notre pays aujourd'hui. Des paroles aux actes. Merci Jean-Luc Moudingue d'avoir accepté mon invitation donc au micro de Présence pour commenter vos quasiment premiers 6 mois à la tête du Capitole. Vous écoutez Présence, il est 7h48. Jean-Pierre Allot, toute l'info de votre région.